En présence de Marc Lomazzi, ancien rédacteur en chef adjoint Parisien, spécialiste des questions écologiques, Timothée de Roglaudre, journaliste, auteur qui collabore au Monde diplomatique, qui a Témoignage chrétien, et Frédéric Mounier, qui dirigeait le service religion de La Croix. Encore un mot sur la loi immigration retoquée au Conseil constitutionnel, avec des mesures telles que le durcissement de l'accès aux prestations sociales, les quotas migratoires annuels, le resserrement des critères du regroupement familial, tout cela a été écarté. Mais se pose la question de la méthode. On a dit que ça allait être mal compris par les Français à gauche comme à droite, avec le mot frustration, qui semble être le ressenti aujourd'hui. La question de savoir ce que l'on fait, référendum ou pas, et comment le gouvernement va gérer ce qui lui reste entre les mains. Timothée, Frédéric, Marc, vous voulez reprendre ? Oui, on le disait, le texte devrait être promulgué dans les heures à venir, donc ça clôt le match du point de vue du. Est-ce qu'on peut en rester là ? Du gouvernement ? Non, évidemment, il va y avoir des répercussions essentiellement politiques, c'est-à-dire que la gauche va demander l'annulation pure et simple d'une loi vidée de son contenu. Bon, à quoi bon une loi si ça ne sert à rien ? Et puis la droite et l'extrême droite vont demander une révision constitutionnelle de manière à pouvoir poser la question directement aux Français. Et ça, pour faire très court, ça m'amène une réflexion qui est que moi je crains qu'au bout du bout, cette histoire de la loi immigration débouche en fait sur une montée en France du populisme, dans la mesure où les gens vont dire les juges nous ont volé notre loi. À quoi ça sert de voter en fait ? Ben voilà, les juges nous ont volé notre loi, donc c'est un coup de force démocratique, donc il faut redonner absolument la parole au peuple, et c'est complètement l'argumentaire du Rassemblement national, et donc de ce point de vue-là, effectivement, je crois qu'Emmanuel Macron a complètement perdu la partie. Ce qui est étonnant, c'est que personne apparemment n'a pu imaginer, je suis sur la méthode, même pas sur le fond, que les choses pourraient se dérouler comme ça et produire ce ressenti-là. Et c'est quand même curieux de vouloir provoquer ce ressenti dans l'opinion, alors qu'il y a des institutions normalement qui devraient justement empêcher l'émergence ou la continuité de ce ressenti. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric ? C'est-à-dire que c'est parti en vrille. Le système parlementaire ne fonctionne plus. L'Assemblée nationale a été bloquée. Et aujourd'hui, donc, certains essayent de promouvoir le référendum comme étant le Graal, la solution. Mais chacun sait aujourd'hui que l'article 11 de la Constitution ne permet pas un référendum sur ces questions-là. Et qu'on constate, au vu de tous les référendums qui ont eu lieu dans notre histoire, que les Français ne répondent pas à la question posée, ils répondent à une autre question, et donc ça va devenir éventuellement un référendum pro ou anti-Macron. Et donc voilà, donc personne ne sait où on va, il reste la possibilité de la dissolution, mais pour l'instant, le système politique est bloqué, il est délégitimé, et il offre un boulevard à tous les populismes, qu'ils soient de droite ou de gauche. Donc voilà l'inquiétude fondamentale. Timothée ? Oui, moi je pense que en fait sur ce genre de sujet, il faut pas avoir peur du peuple. C'est-à-dire que c'est un sujet sur lequel on peut redonner la parole au peuple entre guillemets, mais sans le caricaturer, sans l'enfermer dans des postures. Qu'est-ce que vous poseriez comme question ? Mais justement, moi je poserais pas une question binaire, oui ou non. Et effectivement, le référendum c'est toujours utilisé à d'autres fins politiques. On se souvient du dernier référendum qui a fait quitter la présidence au général de Gaulle. En avril 69. Voilà, on se souvient même plus sur quoi ça portait. Donc c'était sur le Sénat territorial et une réforme territoriale également. Voilà. Déjà. On se dit en soi, la réforme territoriale, c'est pas quelque chose qui mobilise l'opinion. C'est pas la question la plus sexy, mais ça avait en tout cas provoqué un mouvement plutôt de rejet. Et une autre manière de donner la parole au peuple, c'est d'organiser des discussions. Alors je sais que la convention citoyenne est devenue une solution un peu éculée qui serait une réponse à tous les problèmes. On a vu que sur le climat, ça avait pas marché au final, mais en fait le processus avait été très intéressant. Et tout à l'heure on parlait justement de l'opposition fin du monde, fin du mois. En fait ça avait été un débouché qui avait permis de dépasser cette fausse opposition. Donc à un moment il faut aussi mettre les Français autour de la table, et pas que les Français en fait. Moi, ce que je trouve intéressant avec ce processus parlementaire, c'est que pour la première fois, dans des médias, dans des grands médias nationaux, j'ai vu des journalistes donner la parole à des Français issus de l'immigration ou des personnes sans papier pour voir quelles conséquences ça allait avoir sur leur quotidien. Et en fait, c'est là-dessus que ça se joue. C'est-à-dire que les Français... Et vous les feriez voter ? Comment ? Vous les feriez voter un référendum ? C'est pas une question de vote. Là, je parle de consultation citoyenne. En fait, et comment les faire participer alors ? Eh ben, alors ça, c'est à la puissance publique de le décider. C'est ça toute la question, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'il s'agit d'introduire dans la vieille démocratie représentative fatiguée, d'introduire des éléments de démocratie directe. Mais pour l'instant, personne n'a la clé et personne ne sait comment faire.
Oui, ce qui est frappant d'ailleurs, c'est que Emmanuel Macron lui-même avait parlé de respiration démocratique quand il avait lancé la Convention citoyenne. Il avait en quelque sorte dit il faut dépoussiérer notre vieille démocratie de manière effectivement à associer plus la population à un certain nombre de grandes décisions, la fin de vie, l'immigration, la santé, etc. Et en fait, au final, ce qu'il fait, il fait l'inverse. C'est-à-dire qu'il enferme notre démocratie dans des vieux jeux parlementaires qu'on n'avait plus vus depuis des années. Et donc, dans le bilan qu'on fera d'Emmanuel Macron, sans doute que cette question-là, son incapacité, en fait, à dépasser les clivages, comme il l'avait promis, pour aller vers la résolution des grands problèmes qui se posent au pays, il aura quand même affaissé la démocratie française de manière assez importante. Et donc, et la loi immigration en est probablement une des illustrations les plus frappantes. Frédéric, est-ce que je peux risquer un parallèle entre Emmanuel Macron et le pape François ? Parce que vous avez l'un et l'autre, le pape François souhaite promouvoir la synodalité, souhaite promouvoir des formes de démocratie participative dans l'Église, souhaite modifier le fonctionnement interne de l'Église, et pourtant il gouverne à coups de motu proprio et à coups de déclarations qui sortent du coin du bois sans prévenir personne et en suscitant un certain trouble. Eh bien Macron fait la même chose, c'est-à-dire qu'il fait des conventions citoyennes, il fait des états généraux. Pourquoi cette fatalité en fait Voilà. Pourquoi arriver à l'inverse de ce que l'on souhaite ? Voilà, et c'est ça la question qui est posée aujourd'hui, je crois, assez fortement à l'ensemble des vieux systèmes. Il faut un divan en fait pour le pape François comme pour Emmanuel Macron, comme pour tous les dirigeants sans doute. La différence, c'est peut-être la popularité des deux personnages qui n'est pas exactement la même, mais en fait, en vous écoutant, dans les deux cas, ils sont très contestés. Je me demande si contestés dans l'Église catholique à l'échelle de l'Église universelle, c'est questionnable. Mais en vous écoutant, je me demande si finalement Macron incarne pas une espèce de gaullisme sans le peuple. C'est-à-dire qu'il va toujours plus loin dans cette verticalité. Ou sans le général. Dans cette autorité, sans le général, effectivement. Voilà, il est sur une pente autoritaire, il veut s'adresser directement au peuple, mais finalement, c'est comme s'il n'y avait pas de réponse. Alors que le général de Gaulle, ça a fonctionné parce que il arrivait vraiment à transcender les clivages. Alors, parce que c'était sa personnalité. Je suis pas un idolâtre du général de Gaulle. Et que la France a besoin de ce type de personnalité, peut-être. Alors, c'est ce que l'histoire semble montrer. Il y a une explication qui tendrait à montrer qu'en fait, c'est aussi lié évidemment à l'histoire. N'étant plus porté par l'histoire, on n'a pas eu de guerre depuis longtemps. On assiste en fait partout à un empilement de la gestion administrative des choses et du quotidien qui complexifie sans cesse les choses, alors que les guerres, et je suis loin évidemment de les souhaiter, obligent évidemment à simplifier la... Enfin, on a eu des crises importantes quand même. Le Covid a été une forme de guerre, c'est ce que nous a dit le président. Mais ça n'a pas débouché sur une manière de diriger différente. Absolument. Ou alors... Bon, il faut qu'on m'explique. En tout cas, tout n'est pas bloqué apparemment. Si la loi immigration est bloquée par le Conseil constitutionnel, je ne veux pas faire d'amalgame, mais on a la même semaine, c'est l'inscription historique de l'IVG dans la Constitution avec l'Assemblée qui a largement approuvé dans la nuit de mercredi à jeudi la notion de liberté garantie pour les femmes d'y accéder. Un vote qui va être confirmé, qui devrait être confirmé mardi, afin d'envoyer en fait la balle au Sénat, puisque maintenant donc on a le process parlementaire, on le connaît bien, et c'est avant donc le 30 janvier que ça devrait être adopté, donc s'il obtient donc un nouveau feu vert lors d'un vote solennel, ce qui ne fait guère de doute semble-t-il. Donc d'un côté ça bloque sur l'immigration, de l'autre sur l'IVG. Tout passe, tout est fluide. Marc Lemazzi. Oui, alors là, pour le coup, on a le volet un peu plus clair du Parlement, enfin du Parlement, de l'activité du Parlement. C'est-à-dire que pour ceux qui ont suivi cette histoire, qui n'est pas non plus tout à fait simple, mais la proposition de Philippe Bas de remplacer le mot d'inscription dans la Constitution du droit à l'avortement par l'inscription dans la Constitution de la liberté garantie de l'avortement. Du point de vue des constitutionnalistes, ça ne change pas grand-chose, et donc c'est un bon compromis. A priori, tout le monde a l'air de se ranger, y compris à gauche, derrière cette idée qu'effectivement, après tout, l'essentiel, c'était de constitutionnaliser la question, comme une espèce de point d'orgue à un très très vieux combat en France pour l'avortement, qui a commencé dans les années 70. Donc c'est vraiment une vieille affaire. Et donc là, on a vu le Parlement réussir à trouver une voie qui permet effectivement de trouver un consensus sur cette question, qui est quand même une question qui a agité le débat politique en France pendant des années. Mais alors, ce qui est un petit peu, je vais essayer d'être peut-être schématiser un peu, quand il y a même si Timothée va sans doute contester, quand il y a une demande sociale, ce que je disais tout à l'heure sur l'immigration, c'est la crise, on ne trouve pas de solution. Quand il n'y a pas de demande sociale, apparemment, tout roule et finalement, ça passe.
Est-ce que c'est pas un petit peu contradictoire? Il me semble pas qu'il y avait une demande sociale très forte sur la constitutionnalisation de l'IVG. Non, je ne vais pas vous contester là-dessus. Je pense que en écoutant le discours de Mathilde Panot et puis celui de Dupond-Moretti, puisque le gouvernement soutient cette proposition de loi, on voit vraiment à quel point c'est le contexte international qui a poussé les députés à vouloir modifier la Constitution. Donc, a priori, moi, en appréhendant le sujet, dans un premier temps, je me dis, en fait, c'est quelque chose de symbolique où on essaye de plaquer des réalités internationales à notre contexte français qui n'est pas du tout le même. Donc, évidemment, le cas le plus flagrant, c'est les États-Unis avec la décision de la Cour suprême l'été dernier. Dupond-Moretti a cité aussi à l'Assemblée le cas de la... Alors, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est la Hongrie, où les femmes sont obligées d'entendre le battement du cœur du fœtus avant d'avoir accès à l'avortement. Donc voilà, donc on pourrait se dire finalement on plaque des choses sur une réalité. À vrai dire, je ne sais pas si c'est la Hongrie ou la Pologne, mais il faudrait que je vérifie. Oui, à vérifier. À vérifier, mais en tout cas, en creusant un peu, je me suis rendu compte que c'était pas forcément si symbolique que ça. Dans le sens où constitutionnaliser un droit ou une liberté garantie, ça permet d'attaquer par exemple des collectivités où des maternités auraient fermé. Donc finalement de demander à la puissance publique l'effectivité de cette liberté-là. Mais alors par contre là, comme un droit opposable en fait. Voilà, c'est ça, un peu comme le droit au logement opposable. Mais en fait, je pense que la symbolique est pas inintéressante, mais la véritable question à se poser, c'est l'effectivité de ce droit. Et l'effectivité de ce droit, elle n'est pas menacée par une armée de conservateurs rangés dans des tranchées comme on se le figure. Les anti-IVG sont assez faibles en France actuellement. Même au Rassemblement national, il y a plus de revendications majoritaires de revenir sur le droit à l'IVG, même si dans les détails, on pourrait voir que c'est un peu plus compliqué. Mais le vrai danger pour le droit à l'avortement, c'est la fermeture des maternités. J'avais noté 35% des maternités ont fermé entre 2000 et 2022. C'est la précarité des sages-femmes, c'est le planning financier qui est en grande difficulté financière. J'ai dit quoi ? Le planning financier. Pardon, le planning familial en grande difficulté financière, qui dépend de subventions de l'État, ou encore la précarité des femmes. On en parle assez peu, mais il y a une grande part des femmes qui avortent sont dans une situation financière compliquée, économique compliquée. Or, le gouvernement n'a pas du tout pris la mesure de tous ces sujets-là. Et donc finalement, je me dis que c'est une manière de se refaire une image un peu progressiste à peu de frais, ou même en fait à coût zéro, quoi, pour le gouvernement. Donc sans traiter la question, en fait, de savoir pourquoi, exactement. etc. Donc c'est bénéfique pour le gouvernement, c'est bénéfique pour la gauche, parce qu'elle a eu tellement d'échecs, de revers dans les dernières discussions législatives, que là, ça lui permet de dire, voilà, on a notre loi, on a une victoire, etc. Donc voilà, j'ai l'impression que ça arrange un peu tout le monde. Même la droite, en fait, ils sont un peu mous. Gérard Larcher dit que le droit à l'IVG n'est pas menacé en France, mais au final, je pense que ça va passer. Donc voilà. C'est une manière pour Gérard Larcher de se distinguer, pour essayer de marquer une différence dans son propre camp, alors qu'elle n'est pas flagrante. C'est une manière d'exister sur le sujet. Frédéric Mounier. Oui, moi je pense qu'il y a... Enfin bon, c'est vrai qu'il y a des réformes sociétales qui ne coûtent rien et qui sont faciles à mettre en œuvre et que le gouvernement favorise. On pense à la fin de vie, on pense à la question de l'IVG. Mais il y a quand même des questions de fond qui subsistent par rapport à l'IVG. Il faut quand même les rappeler. Il n'y en a jamais eu autant en France. Il y en a 240 000 par an. Le délai de 14 semaines... On ne dit pas que les dom-toms sont très touchés par l'IVG. C'est possible. On dit assez peu. C'est possible. Le délai de 14 semaines avait été quand même questionné par les professionnels qui avaient dit, attention, là, vous nous demandez un geste qui est un geste physiquement difficile, mécaniquement difficile. Enfin, il s'agit vraiment d'écraser. Donc c'est compliqué. La question de l'objection de conscience des praticiens est une question qui reste ouverte. Et puis, vous l'avez très bien soulevé, Timothée, la solitude des femmes. Et puis, moi, je le rappelle, l'absence des hommes aussi dans ces questions-là. Voilà des questions de fond qui sont soulevées, alors même que la France rentre dans une période d'hiver démographique, et alors même qu'on dépense des fortunes pour des systèmes de PMA. Voilà, à 14 semaines, qu'est-ce qu'on fait ? On sauve ou on arrête ?
Est-ce qu'on arrête la vie ou est-ce qu'on continue la vie? Il y a vraiment des questions de fond qui se posent et qui sont peu traitées, me semble-t-il. Marc Lomazzi. Oui, non, juste pour signaler que, sauf erreur, je crois que la France est le seul pays en Europe où on est à 14 semaines. Dans l'ensemble de l'Europe, c'est plutôt 12 semaines, avec un seul pays, la Pologne, qui pose des conditions très strictes à l'IVG. Mais moi, ce que je retiens quand même de ce dossier-là, c'est que les droits des femmes peuvent être mis en cause à tout moment. On l'a vu effectivement aux États-Unis. Il y a des tentations avec la montée des populismes et de l'extrême droite en Europe. Il y a quand même des tentations en Europe. Donc moi, j'ai plutôt l'impression que globalement, le Parlement s'est plutôt honoré dans cette affaire de trouver une solution. À mon avis, il faut le saluer parce que c'est pas si fréquent dans le débat parlementaire que le Parlement s'honore sur des questions comme ça. On a plutôt vu un spectacle ces derniers mois et ces dernières années d'un Parlement, depuis notamment la majorité relative, où les gens s'écharpent, s'injurient, etc. Donc là, c'est plutôt à l'honneur du Parlement. Moi, je pense qu'il faut le saluer. Maintenant, la position de l'Église ne varie pas sur le sujet, que ce soit le pape François ou les précédents papes. On connaît cette position, on la rappelle sur notre antenne. On ne va pas rouvrir la question du débat sur l'avortement. On en parlait d'ailleurs, on a parlé quand même lundi dernier sous un angle quand même très intéressant d'un documentaire qui a été diffusé sur KTO sur le deuil caché, sur les femmes qui sont passées par cette épreuve et qui ont du mal à parler des séquelles. Et là, la libéralisation de la parole libérée, la parole n'est pas libérée sur ce terrain-là. On en parlait, je vous renvoie à cette émission de lundi dernier. On va conclure ce grand débat, il nous reste une dizaine de minutes, par la polémique Stanislas Oudéa Castéra. On en parlait la semaine dernière, mais ça m'intéresse d'avoir vos avis, puisque vous savez que les débatteurs se succèdent à intervalles réguliers, que ne venant pas toutes les semaines, on ne sait pas forcément ce que vous pensez de tous les sujets. Donc c'est intéressant d'en parler. Cette polémique a fait évidemment les gros titres. Alors il y a deux sujets. Il y a évidemment le sort d'Amélie Oudéa Castéra. D'une certaine façon, elle est un peu sauvée par les agriculteurs quand même, parce que c'est peut-être une crise qui chasse l'autre. Mais est-ce que ça dit quand même des tensions? Alors je ne sais pas comment poser les tensions. Est-ce que c'est le public, le privé? Est-ce que c'est l'élite dirigeante qui a les bons tuyaux pour faire réussir leurs enfants et les autres restent dans le parking social? Il y a beaucoup de choses qui se mêlent. Il y a la maladresse de la communication d'un ministre. Il y a beaucoup de choses qui se mêlent. Je voulais simplement savoir ce que vous en tiriez, vous, comme leçon. Timothée de Roglaudre. Moi, honnêtement, je trouve pas ça très intéressant politiquement. Enfin, je trouve que c'est beaucoup resté au niveau de la polémique. Et donc, moi, j'ai un peu suivi de loin les révélations de Mediapart qui tombaient un peu au compte-gouttes comme ils le font souvent. Mais j'ai l'impression que ça pose aucune question de fond politique. C'est-à-dire que ça réactive à gauche une espèce de rejet primaire de tout ce qui concerne l'enseignement privé. La droite catholique en fait une espèce de totem, comme si Stanislas représentait l'ensemble de l'enseignement catholique en France. Ce qui est faux, c'est quand même un établissement très particulier. Je veux pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est un enseignement qui ne... C'est un établissement à part. Voilà, c'est un établissement d'élite. Et donc voir la droite sauter dessus, voilà, comme si on menaçait une espèce de pilier de leur identité, c'est un petit peu triste. Donc en fait, moi je trouve ça dommage. Je trouve que c'est un petit peu, on passe à côté finalement du fond des sujets. Qui serait que dans le privé comme dans le public, dans le privé sous contrat comme dans le public, on parle de personnes qui relèvent de l'éducation nationale, qui sont payées par l'éducation nationale, et donc il y a des questions communes qui se posent au niveau de la rémunération, du personnel, etc. Donc voilà, même Jean-Luc Mélenchon qui vient d'une culture assez anticléricale avait dit dans La Croix il y a quelques années que le sujet c'était plus l'opposition public-privé, c'était justement de défendre tout simplement les conditions de vie des personnels enseignants et de faire face aussi à des menaces dont on parle assez peu, mais par exemple l'avancée des fonds d'investissement dans certains établissements privés, y compris sous contrat, sur laquelle le Monde diplomatique avait fait un excellent article en 2018. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment une occasion ratée d'aborder des sujets de fond dans le domaine de l'éducation. Marc Lomazzi. Oui, il y a un point commun entre l'affaire Oudéa Castéra et les agriculteurs.
c'est que les agriculteurs se vivent comme, je le disais, les perdants de la mondialisation et au fond, les perdants dans cette société de plus en plus clivée. Vous avez d'un côté ce que Jean-Marie Le Pen appelait l'établissement et puis le peuple qui avait surgi au moment des Gilets jaunes. Eh bien, Oudéa Castéra, ce qu'elle a fait dans un pays où la guerre scolaire, en gros, était plutôt éteinte, depuis plusieurs années, les 80-20% d'établissements sous contrat, et puis l'éducation nationale, 80% des élèves étaient relativement admis et acceptés. Donc ce qu'elle a rallumé, c'est pas la guerre scolaire. Ce qu'elle a rallumé, c'est pour le peuple, c'est l'idée que les élites nous disent que il faut défendre l'éducation nationale et l'enseignement public, mais au fond, eux-mêmes, ils mettent leurs enfants dans les écoles privées, et donc ce sont les privilégiés, c'est l'entre-soi. Et c'est d'autant plus l'entre-soi que Oudéa Castéra, on le sait maintenant, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais elle illustre un petit peu non seulement l'élite, son mari a été président de la Société Générale, il est aujourd'hui président d'un grand groupe pharmaceutique, je crois. Elle a dans sa famille des membres importants de l'élite médiatique française. Donc, je me dis, un peu comme pour les agriculteurs, qu'est-ce que les gens vont retenir de cette histoire ? Ils vont retenir que voilà une ministre qui n'y connaît rien à l'éducation nationale, qui a mis ses enfants dans le privé alors qu'elle est censée défendre l'enseignement public et qui est la représentante de cet établissement dont les gens au fond voilà. Donc c'est plus qu'une erreur de casting. Et ça n'est pas le réveil de la guerre scolaire, c'est le réveil de la fracture sociale de plus en plus profonde qui existe dans notre pays. Frédéric Mounier. Moi, je voudrais renouer tous les sujets qu'on a évoqués et évoquer une certaine forme de malédiction des oppositions à la française. Faut-il vraiment opposer les deux écoles ? Faut-il vraiment opposer les agriculteurs et les écolos ? Faut-il vraiment opposer, dans un autre ordre d'idées, mais on a eu des débats comme ça, les hommes et les femmes ? Faut-il opposer les Français de souche et les migrants ? Faut-il opposer les croyants et les laïcards ? Moi, je rêve d'un monde, mais c'est peut-être parce que j'ai beaucoup travaillé avec le pape Ratzinger quand j'étais envoyé spécial de la Croix à Rome, mais un monde où on peut s'exprimer avec des nuances, où on peut dialoguer, où l'écoute mutuelle peut exister, où la rationalité peut avoir droit de citer. On peut rêver, même sur Radio Notre-Dame, non ? Écoutez, on est là pour ça. Mais justement, sur ce terrain, vous n'avez pas livré votre impression profonde quand même, Frédéric. Moi, il me semble que l'enseignement catholique privé sous contrat recèle quelques pépites qui pourrait être mise en œuvre au sein de l'enseignement public. C'est la capacité à créer établissement par établissement un projet pédagogique. C'est le fait que le directeur... L'autonomie des établissements. Voilà, c'est le fait que le directeur puisse avoir un rôle d'animateur du projet pédagogique. C'est le fait que les différents membres de la communauté éducative, les enseignants, les profs et les personnels administratifs puissent travailler ensemble. C'est le fait que le directeur puisse choisir ses profs. Je trouve que là, il y a quelque chose d'intéressant à travailler. Timothée de Roglot, là-dessus, est-ce que sur le fond de l'affaire, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à Moi, j'avais une question sur le caractère propre, parce que le débat a aussi porté là-dessus, la marge de manœuvre, la liberté d'un établissement catholique pour exprimer un caractère catholique. On a l'air d'être un peu dans la confusion là-dessus, on l'a vu entre cours d'instruction religieuse et catéchèse, la catéchèse étant différente d'un cours d'instruction religieuse, et ça n'a pas forcément été bien compris. Je ne sais pas si vous avez un avis sur le sujet, Timothée. Honnêtement, je ne connais pas assez l'enseignement privé ou catholique pour répondre là-dessus, mais en revanche, je ne pense pas que si le public a à apprendre du privé, je ne pense pas que ce soit au niveau de l'autonomie des établissements. C'est ce que Jean-Michel Blanquer avait essayé de mettre en œuvre, d'ailleurs, quand il était ministre de l'Éducation nationale. Ça n'avait pas, il n'avait pas pu le faire, et de fait, le fait que les établissements puissent choisir leurs profs, c'est aussi un risque énorme de creuser les inégalités, sachant que l'école est déjà une machine à inégalité. C'est-à-dire que c'est pas seulement qu'elle perpétue les inégalités, c'est qu'elle les renforce. C'est quand même... on marche complètement sur la tête, pour reprendre l'image des agriculteurs dans leur manifestation. Donc, je saurais pas vous dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas se représenter Stanislas comme une vitrine de l'enseignement catholique privé. Moi, j'ai des amis dans l'enseignement privé qui sont très remontés contre l'homophobie, le sexisme, tout ce qui a pu être dénoncé à Stanislas, l'élitisme également.
Donc voilà, effectivement, je suis d'accord, il ne faut pas tomber dans les oppositions, il ne faut pas non plus nier la conflictualité qui existe dans notre société. Marc Lomazzi, Oui, le mot de la fin. Juste un mot, ce qui est frappant encore là, c'est que Emmanuel Macron avait promis de faire de la jeunesse et de l'éducation sa priorité. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit revenir des vieilles pratiques. C'est-à-dire que les ministres de l'Éducation nationale valsent, on en est au 4e en 2 ans, et ils nomment à ce poste très très important quelqu'un qui visiblement ne va faire que rallumer, alors non pas la guerre scolaire, mais va rallumer la grogne de l'enseignement et des professeurs. Et donc ça va être là encore quelque chose d'absolument dommageable. Merci beaucoup à tous les trois. Marc Lomazzi, Timothée de Roglaudre, Frédéric Mounier, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt pour un nouveau grand débat.